François Bayrou, bon, on sait bien que vous aimez beaucoup les animaux, les chevaux, évidemment, que vous connaissez particulièrement bien. Et les chiens aussi. Les chiens aussi. Et les chats aussi. Et les chats aussi. Bon. Alors moi, ce qui m'a frappé dans cette réponse du président à Paul, c'est il faut réconcilier. Il faut réconcilier les chasseurs et les défenseurs de la cause animale. Il faut réconcilier. On en a parlé tout à l'heure, ça n'a rien à voir évidemment, mais on parlait des réconciliations des mémoires sur la guerre d'Algérie. Alors, est-ce que le président veut être le président réconciliateur ? C'est une question très, très importante et très, très profonde. Selon moi, la mission d'un président de la République, de n'importe quel président de la République, ça devrait être de concilier, réconcilier, entretenir la compréhension mutuelle entre Français. Si quelqu'un ne fait pas ça, selon moi, il manque à sa mission. Mais vous savez qu'il est vécu comme un diviseur, comme quelqu'un qui a monté les uns contre les autres. L'opposition le critique pour cela. Eh bien, je crois que c'est une erreur de jugement. Ça n'est pas comme ça qu'il est. Ça n'est pas comme ça qu'il est. Personnellement, il déteste entretenir des affrontements. Y compris dans son camp, ça arrive. On y viendra. Ça arrive assez souvent. Et il a de sa mission l'idée que c'est une mission qui va permettre aux Français d'avoir des raisons de vivre ensemble. C'est ça le socle. Parce que si vous laissez aller les choses dans un pays, qu'est-ce qu'il emporte ? C'est la haine, c'est la détestation, c'est la stigmatisation, on cible celui-ci ou celle-là, depuis la cour de récréation jusqu'aux enceintes politiques. Alors Xavier Bertrand, qui était sur ce plateau il y a quelque temps, disait mais en fait il ne sait pas ce que pensent les gens, il n'a jamais été élu local, il ne comprend pas ce que pensent les gens et il les monte les uns contre les autres. Eh bien ceci est une blague mal intentionnée. Hein. C'est un candidat contre un candidat potentiel. Oui, c'est ça, oui. On verra. Un président. On verra. Ce que je sais, pour l'avoir vu, et pour avoir comparé avec beaucoup d'autres, pour l'avoir vu de près sans caméra, de près avec des gens qui n'appartiennent à aucun réseau, aucun establishment, aucune force ou puissance. Ce que je sais, c'est son regard, son attention, et je vais dire quelque chose, sa gentillesse. Franche. Parce qu'il ne s'échappe pas quand il y a des trucs à dire. Ce que je trouve plutôt respectueux, vous voyez. Il y en a qui disent... Je n'aime pas ceux qui enrobent de sucre les gens qu'ils ont en face d'eux. En réalité, ils les méprisent. Lui, il les méprise pas. Et je vous dis ça, pas comme politique, mais je vous dis ça pour l'avoir vu. J'atteste de ce que je vois. J'ai passé des heures et des heures et des heures jusqu'à la nuit très avancée avec des élus locaux de base, de petits villages et leurs amis, à discuter de leurs problèmes, des problèmes de la nature, des problèmes de l'élevage, des problèmes... Ce qu'il vient de dire sur les vélages. Oui, c'est donc quand on met bas, quand voilà, les animaux mettent bas pendant la nuit. D'hommes politiques qui parlent de ces sujets-là en sachant ce qu'ils disent. Oui, il dit qu'ils ne se lèvent pas la nuit quand même pour le faire. Bon, il y en a quelques-uns qui se sont beaucoup levés la nuit pour le faire. Ce que je disais. Juste un mot pour finir sur ce côté portrait un peu personnel. Il y en a aussi qui disent qu'il est sans affect, qu'il est de ce point de vue-là un très bon homme de campagne parce qu'il a une relation avec les gens forte, mais en même temps c'est quelqu'un aussi totalement sans affect. Mais vous voyez, il y a une contradiction absolue dans ce que vous dites. Et je ne vous prête pas de le dire vous-même. Je vous rapporte des propos. Vous rapportez des propos. On ne peut pas avoir une relation forte avec les gens en campagne électorale si on est sans affect. On a connu des gens sans affect. On ne peut pas. Quand vous êtes sur cette vague-là, à cet instant-là, qui est un instant de rencontre, tous ceux qui l'ont vécu à ce niveau pourront vous le dire, qui est de rencontres quasi amoureuses, avec
cette communauté humaine, ces gens, ces foules... Pour un certain nombre des hommes politiques qui l'entourent, ça a l'air d'être le mot. Hein. C'est même Christophe Castaner qui l'avait évoqué. Oui, en tout cas, moi, je vous parle de ce que je vois. Ouais. Quand vous êtes dans cet instant-là, si vous êtes sans affect, vous êtes mort. Croyez pas que l'élection présidentielle soit un truc facile, médiatique, de plateau de télé. L'élection présidentielle, c'est la rencontre chair à chair, peau contre peau, avec un être mystérieux qui est formé de millions d'autres êtres, mais qui existent, avec un peuple qui a son inconscient, sa mémoire, ses souvenirs, des choses profondes, y compris ce qu'il a oublié, mais qui est terriblement fort, comme pour vous et moi, l'inconscient. Les psychanalystes ont dit ça, une fois pour toutes, l'inconscient, c'est extrêmement puissant. Eh bien, c'est la même chose pour un peuple. Et s'il était sans affect, d'abord, il n'aurait pas été élu, franchement, et puis aujourd'hui, il n'en serait pas là. Alors, un mot, parce qu'on va revenir là-dessus. Bien sûr, je vais vous demander comment est-ce qu'il peut nous présenter une nouvelle histoire pour 2022. Mais d'abord, je voulais finir sur le thème de la réconciliation. Parce qu'il y a une réconciliation qui a été tellement inattendue, tellement surprenante. C'est celle que vous avez eue avec Bernard Tapie, qui est décédé hier. Oui, bien sûr, oui, je sais, bien sûr. Saute. Oui, mais c'est une histoire très émouvante. Parce que moi, je me souviens bien quand même que vous étiez parmi ceux qui avaient dit que l'affaire du Crédit Lyonnais était une affaire d'État et qui avaient mené la bataille contre l'arbitrage, contre la décision de Nicolas Sarkozy, contre l'arbitrage, qui l'a mené à des années de combat judiciaire et des années de souffrance. Alors, d'abord, juste pour l'histoire, la première phrase de la partie de livre que j'ai écrit qui s'appelait Abus de pouvoir, qui était consacrée à l'affaire Tapie, la première phrase c'est « Il n'y a pas d'affaire Tapie. Il y a une affaire d'État, de gouvernement. » Et c'est tout à fait autre chose, et c'est sur ce plan que je me suis battu. Mais laissons ça de côté, parce qu'en effet, j'ai été avec Bernard Tapie dans une confrontation qu'il prenait pour lui et qui, pour moi, était contre ses méthodes de gouvernement. Les méthodes de gouvernement qui avaient amené cette affaire. Donc celle de Nicolas Sarkozy. Qui ont été jugées, et puis tout ceci est derrière nous. Mais puis il s'est passé quelque chose d'absolument inattendu. Moi, j'aime la vie parce qu'elle offre des coups de théâtre incroyables. Et tout ce qu'on croit impossible, en réalité, si vous regardez bien, c'est probablement possible. Le jour où son cancer a été diagnostiqué, Bernard Tapie m'a envoyé un message au canon qui disait à peu près que c'est à cause de moi qu'il était malade. Et je crois en effet que c'est possible que les grands affrontements comme ça, que les affaires judiciaires Dominique Baudis atteignent si profondément. Et donc il m'a écrit ça, et je m'apprêtais à lui répondre quand arrive un deuxième message, parce que en réalité il avait envoyé copie du message qu'il m'avait adressé à un de ses amis, je ne sais pas qui c'est, mais enfin, si je cherche, je pourrais trouver, et donc, dans lequel il disait « Regarde ce que je viens d'écrire à ce fumier ». Et alors, j'ai reçu le deuxième message, et je lui ai répondu ceci, qui m'est venu spontanément. Je lui ai dit « J'ai reçu votre premier message, et je vous souhaite du courage, parce que c'est quelque chose, c'est un combat aussi dur et peut-être plus dur qu'aucun de ceux que vous avez menés jusqu'à maintenant, mais je crois qu'on peut se battre. » Quant au deuxième message, je ne l'ai pas lu. Et dans la minute, le téléphone a sonné, et il m'a dit « Je me suis complètement trompé sur vous. » Je viens de le dire à Dominique, sa femme, avec qui il avait une telle proximité. Je viens de le dire à Dominique, je me suis trompé sur ce type. C'est pas du tout ce que je croyais qu'il était. Et est-ce que vous accepteriez de déjeuner avec moi? Et donc, à partir de ce moment-là, s'est construit cette relation paradoxale. Mais ça dit aussi quelque chose de lui.
des coups de passion ou des coups qu'il vivait et qu'il assumait. Et on a beaucoup parlé par écrit et dans des rencontres et dans des déjeuners de la vie, de la mort, de l'amour, de Dieu, enfin toutes ces choses qu'on rencontre dans ces moments suprêmes et qui sont au fond plus importantes que les autres. Un jour, il m'a écrit un truc incroyable. Il m'a écrit: 1 heure de conversation avec vous, pour moi, c'est plus important qu'une chimio. Et nous nous étions affrontés honnêtement, avec beaucoup publiquement, de violence, bien sûr. De manière absolument enflammée. Vous voyez, c'était ça. Et c'était quelque chose d'autre que je trouve pour moi formidable. C'était une bombe atomique d'énergie. Bien sûr. Et de fidélité aux siens. Parce que, à sa famille, notamment, on en a beaucoup parlé hier. Voilà, c'était Bernard Tapie. Confidence sur une rencontre improbable. Étonnante. Je reviens quand même sur ce que vous disiez sur l'affect, la rencontre avec un peuple. Alors, on n'en est pas du tout là, mais quand vous voyez le sondage IFOP pour LCI aujourd'hui, pour TF1 LCI aujourd'hui, Emmanuel Macron arrive en tête, Marine Le Pen est au second tour, elle est à 18, mais elle a beaucoup baissé. Et Xavier Bertrand est devant Éric Zemmour, mais Éric Zemmour continue cette dynamique qu'il a entamée depuis la fin du mois d'août. Yannick Jadot est en tête de la gauche, juste suivi de près par Mélenchon, et Hidalgo en bas de tableau à cette heure-ci, dans ce sondage, dans cette configuration. Bon. Il y a un phénomène Zemmour. Vous croyez qu'il y a une rencontre? Il n'est pas candidat, mais est-ce que vous croyez qu'il y a une rencontre? Alors, il y a beaucoup de sujets politiques que j'accepte de commenter, d'analyser. Et puis il y en a d'autres en face desquels mon attitude n'est pas du tout la même. Le sujet politique, c'est dans le cadre de la démocratie classique. Éric Zemmour n'est pas dans la démocratie. Ce que Éric Zemmour propose aux Français, c'est du poison. C'est le pire des poisons qu'un journaliste ou un responsable politique puisse porter au contact d'un peuple. On peut ne pas s'en relever de ce genre de poison. Parce qu'à partir du moment où vous vous mettez à considérer les gens en fonction de leur origine, de leur religion, où vous vous mêlez de vouloir interdire des prénom. Vous savez ce que c'est un prénom? Vous avez des enfants. Vous savez ce que c'est un prénom? Vous donnez ce que vous avez de plus cher et de plus précieux. Bayrou, vous êtes assez expérimenté politiquement, évidemment, pour comprendre ou pour voir qu'il se passe quelque chose. Vous dites « je ne veux pas » ou « je n'aime pas » ou « je crois que c'est un poison ». Mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas ce que je dis. Et comment y répondre? Il y a des circonstances où il faut être en situation de refus. Il faut être en situation inébranlable. Ce qui est en jeu là, dans cette exacerbation des sentiments les plus dangereux, des remugles qui existent au fond des sociétés, comme au fond des hommes. Les livres sont vendus, les conférences, il y a du monde. Mais ça vous épate, vous? Bon, c'est plus compliqué. Hein. Oui. Mais enfin, bon, mettons, vous, c'est plus compliqué. Générique, les journalistes, ça les épate. Les observateurs, ça les épate. Les hommes politiques, ça les épate, parce que les sondages, les hommes politiques, c'est l'alpha et l'oméga. C'est comme ça que commence et que finit leur journée dans la considération des sondages. Moi, je ne suis pas dans cette attitude-là. Je pense qu'il faut être intraitable. Alors, il faut être... il faut pas débattre avec lui, pas débattre avec lui. Ceci de comprendre. Non, pas débattre. Ceci est autre chose. D'accord. Dans l'attitude, les gogos qui sont épatés sont, d'une certaine manière, des vaincus. Et moi, je ne veux pas être dans cette attitude-là. Je ne suis pas épaté. Je suis profondément, comme Français, profondément atteint. Quand je pense qu'ils ont organisé une journée qui s'appelle des conservateurs, ils ne conservent pas, ils détruisent.
Ils sont la trahison même de ce que la France est dans son... Vous savez ce que c'est la France? C'est une adhésion. C'est une adhésion à quoi? C'est une adhésion au fait qu'on a choisi de vivre ensemble avec comme sommet des valeurs la fraternité. Mais lui aussi, c'est les phrases de Renan, et lui aussi, il les cite. Bon, non, alors... il ne peut pas. Si, il les cite aussi. On s'arrête. Rien qu'une seconde. C'est de l'histoire philosophique. Hein. Renan, sa définition de la nation, c'est une définition de refus de la nation par l'origine, de la nation par la naissance, de la nation par le sang. Et il dit, une nation, c'est des morts et des vivants, et des valeurs de vivants. Et il met évidemment la fraternité au nombre de ces valeurs-là. Et donc, ce qui est fait là, c'est une attitude de déstabilisation de ce que nous avons de plus précieux. On connaît, vous et moi, Éric Zemmour, depuis longtemps, depuis 30 ans. On l'a vu jeune journaliste débutant, on l'a fréquenté. Oui, aujourd'hui, il sera candidat, vraisemblablement. Il sera candidat, oui. Et du coup, j'ai envie de vous dire, mais est-ce qu'il se prépare, Emmanuel Macron, à cette candidature? Là, le sondage le donne favori, il est au deuxième tour, il l'emporte dans tous les cas, etc. etc. Est-ce que, premièrement, il réfléchit à Zemmour en se disant, tiens, ça peut être... qu'est-ce qui va se passer? Et puis, comment est-ce qu'il gère cette position de favori? Vous savez, je raconte jamais rien des... Non, je sais bien, mais... Bon. Mais quand vous êtes un président de la République digne de ce nom, vous avez à chaque instant vos antennes déployées. Et ce sont des antennes affectives. Vous avez... Donc il comprend, il sent, il ressent ce qui se passe. Vous êtes en tension avec... Surtout quand on est en campagne, parce qu'on l'a vu. Hein. Non, bon, allez. Oui. Aussi, comme tous les présidents qui sont sortants. Oui. Il est tout à fait normal qu'il aille à la rencontre des gens. Ou alors, parce qu'autrement, le sujet du débat et les questions que vous me poseriez, c'est mais M. Bayrou, est-ce que vous ne trouvez pas que quand même c'est tout à fait anormal qu'il reste enfermé dans son palais, sourd à ce qui se passe, il ne s'occupe pas de la vie des gens et des problèmes qu'ils ont. Non, il leur donne beaucoup d'argent. Il leur donne beaucoup d'argent. Mais on va y revenir. Juste un mot. De quelle façon il y pense et comment est-ce qu'il prépare? Bon, évidemment, je pense à cette fameuse maison commune qui a été évoquée tout ce week-end à Avignon, avec La République En Marche, avec vous, pendant un dîner de la semaine dernière à l'Élysée, avec Jean Castex, avec Gérald Darmanin, avec Christophe Castaner et avec Édouard Philippe. Donc, c'est ça, je dirais, la contre-offensive. Bon, c'était déjà... un embryon de réflexion qui avait déjà commencé depuis quelques mois, de nombreux mois. Mais est-ce que ça, c'est une réponse qui est de dire, dans le fond, on est centraux, on rassemble au milieu, au centre, de tous les côtés, et on peut essayer d'être majoritaire comme ça? Alors, vous dites c'est une réponse immédiate. Quant à moi, c'est une réponse que j'ai portée dans la vie politique française depuis 20 ans. D'accord, mais là, je parle d'Emmanuel Macron, candidat. Vous voyez, l'élection présidentielle n'est pas le seul sujet qui entraîne cette réflexion. Vous voyez la désaffection des partis politiques. Vous voyez l'explosion en continu, perpétuelle. Ça n'arrête pas d'exploser, de se détester, d'être en concurrence. Et donc vous voulez en faire une nouvelle? Vous voulez faire un nouveau parti égaux. politique? Non. Vous voulez en faire un nouveau? Non. Autour des égaux. Ça passe son temps à ça, la vie politique. Et là, tout le monde voit bien qu'il manque une grande formation politique ou une grande organisation politique, comme vous voulez, qui ne soit pas perpétuellement divisée en chapelles, qui ne passe pas son temps à se contredire ou en tout cas à être en chicaya les uns avec les autres. Ça fait 4 ans et demi qu'on partage la responsabilité de la majorité parlementaire. Il n'y a pas eu une dispute. Donc, quelle forme cela peut prendre concrètement? Une organisation politique dans laquelle on sera chacun avec son histoire, chacun avec sa philosophie, et on n'aura pas de mal parce que la philosophie est la même ou à peu près, où il sera très facile pour les Français d'entrer, de partager un engagement, c'est-à-dire en adhérant, sans avoir besoin de choisir une chapelle, et qui se présentera sous une unité
de dénomination, de communication, de marque, d'affirmation, parti démocrate, d'identité, le parti du président, qui soit le grand mouvement central dont la vie politique française a besoin pour être équilibrée. Pour Donc être plus de stable. Modem, plus de La République En Marche. Chacun vient avec son histoire et garde... Dès qu'on met le point sur les i, c'est plus compliqué. Hein. Non, pas du tout. J'ai dit, l'idée que je m'en fais, c'est une coopérative. Quand des agriculteurs veulent conquérir des marchés, ils se mettent ensemble, ils font une coopérative, personne ne vend sa ferme. Mais on apporte à la coopérative... On vend les mêmes produits. On apporte à la coopérative toute sa production, on fabrique les produits ensemble et on les vend sous la même marque. C'est déjà pas si mal. Donc, est-ce que dans cette coopérative, parce que pour une raison, en une demi-phrase, pour une raison très importante, c'est qu'on n'a pas la même histoire, on n'a probablement pas les mêmes habitudes, mais on a les mêmes idées. Les mêmes objectifs. Et c'est les idées qui comptent. Est-ce que dans cette coopérative, vous mettez Édouard Philippe qui lance son parti à la fin de la semaine et qui en fait la promotion sur Twitter, alors sur Twitter on va le voir, dans une vidéo qu'il a fait à Avignon devant La République En Marche. Il y est dans cette coopérative pour vous ? S'il le souhaite, oui, bien sûr. C'est à lui de faire ce choix-là. Tout de suite, en même temps que vous, ou bien un peu plus tard, peut-être après, pendant l'année ? Pour l'instant, c'est lui qui va répondre à cette question. Mais on aura des débats, naturellement. C'est-à-dire, vous n'êtes pas tout à fait pour ? Non, je pensais à tout à fait autre chose. C'est les propositions politiques qui vont être faites sur les sujets économiques et sociaux. On aura des débats. Mais justement, Édouard Philippe, il a dit « Attention, alerte rouge » sur la dette et sur les déficits. Moi, je me souviens, s'il y en a un qui incarne la question de la dette, c'est vous, oui. à chaque campagne électorale. Donc, il vous a piqué votre fonds de commerce ? Non, pas du tout. Alors, je parlais de débats économiques et sociaux. Il y en a un qui a beaucoup agité les esprits ces derniers temps. C'est la proposition de retraite à 67 ans. Oui, parce qu'il dit, comme... il faut de l'argent, comme on a une dette importante, comme on a un déficit important et qu'à un moment donné, il faudra la rembourser, une des solutions, c'est d'augmenter l'âge de départ à la retraite et il va à 64, 65, 67 ans. 67 ans. Alors, ma vision n'est pas du tout celle-là. Et je ne pourrais pas soutenir une proposition comme celle-là. Parce qu'une proposition comme celle-là, ça supposerait que tout le monde est égal devant la retraite. Et je peux vous dire, quand vous êtes dans la vraie vie, les femmes qui travaillent dans les EHPAD, qui ont à lever des personnes âgées avec le poids que ça représente, les efforts que ça représente, et qui ont le dos bousillé à 50 ans souvent. Vous les mettez vous leur dites excusez-nous, c'est dans 17 ans maintenant la retraite. Et j'y pense chaque fois que je passe sur les trottoirs de Paris, on voit très souvent, vous savez, ces personnes qui bouchent les trous dans les trottoirs avec du bitume fondu et qui talochent le bitume comme ça. Mais vous allez leur dire 67 ans la retraite. François Bayrou. Vous savez ce que c'est ? Juste une phrase. Vous savez ce que c'est des gens que le travail a si profondément usé qu'il leur reste peu d'espérance de vie. Eh bien, je ne serai pas celui qui dira ce genre de choses. Et si j'ai tellement défendu la retraite à points dans ma vie, c'est parce que la retraite à points, ça permettait de traiter différemment les situations professionnelles différentes. Des gens qui avaient la possibilité de poursuivre et de continuer, qui en avaient envie, qui en avaient l'énergie, et cela, il faut leur offrir et la favoriser, à mon avis. Mais les gens qui sont dans cette usure-là, je ne vais pas, moi, les regarder en disant « Excusez-nous, vous allez faire 50 plus, hein ?» Je ne ferai pas ça. On ne change rien sur la retraite aujourd'hui, parce que la réforme de la retraite à points, elle était passée à l'Assemblée nationale, elle a été mise sous le boisseau à cause du Covid, on n'en parle plus, ou alors vous pensez qu'on peut la remettre sur l'établi d'ici la présidentielle ? Je pense que c'était une bonne idée. Je pense que d'ailleurs, de grandes organisations syndicales la CFDT l'a partagé. Je pense qu'on l'a traité de manière beaucoup trop compliquée. On a le temps d'en refaire une d'ici la présidentielle, d'ici l'élection. On ne fait plus rien. François Bayrou, on ne fait plus rien sur la retraite d'ici l'élection présidentielle. Ça n'est pas ne rien faire.
Je pense que la retraite sera un des sujets importants de l'élection présidentielle et qu'il faudra que chacun dise ses principes. En tout cas, pour moi, ça ne peut pas être cette atteinte au contrat social du pays. Atteinte au contrat social du pays. Vous dites ce que dit Édouard Philippe est une atteinte au contrat social du pays ? Ne me mettez pas en affrontement, c'est pas mon but. Mon but est de dire que oui, on peut rétablir les équilibres. Et si ça vous dit, je vous dirai pourquoi je le pense. Oui, on peut faire que désormais, on ait des comptes sociaux, des réformes importantes. Mais que ça n'est pas en détruisant le contrat social qu'on va y arriver. Ça, j'espère que vous sentez que c'est toutes mes fibres qui disent ça. Alors pourquoi on peut y arriver ? Je vais vous dire sur la dette. Pourquoi est-ce que la dette d'aujourd'hui n'est pas la dette d'hier ? Parce qu'aujourd'hui, on emprunte à 0%. Les taux sont très bas, mais ils peuvent remonter. Non, oui. Bah oui. Mais tant qu'ils sont bas, ça veut dire que dès l'instant que vous avez une croissance qui est plus haute que les taux d'intérêt de la dette, au fond, vous gagnez de l'argent et vous équipez le pays. Et la dette n'est pas la même. Selon que, à l'époque où je me battais, elle devait être de 4 à 5%, les taux. Les taux devaient être à 4 à 5%. Et la croissance était à 1. Ça veut dire que plus vous alourdissiez, plus vous empruntiez, plus vous alourdissiez l'avenir. Je finis quand même sur Édouard Philippe en un mot. Vous iriez au Havre la semaine prochaine ? Parce qu'il a invité tout le monde à y aller. Oui, mais je pense qu'il est bien et bon que chacun vive ses aventures ou ses entreprises. Moi, je ne suis pas pour le mélange des genres. Mais bon, ce que je sens quand même, c'est que si Emmanuel Macron souhaite cette fameuse maison commune d'Édouard Philippe à François Bayrou, ça sera compliqué. Non. Vous ferez ce qu'il faut pour y arriver. Oui. Vous discuterez, c'est-à-dire vous demanderez que, par exemple, dans les points qui vous rassembleraient, il n'y aurait pas cette retraite à 67 ans. En tout cas, moi, je ne voterai jamais ça. Oui, mais c'est certainement un peu plus complexe avec de la pénibilité et d'autres données. On ne peut pas penser que c'est 67 ans comme ça du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est 5 ans de plus. Oui. Alors, il y a 5 ans de plus. D'ailleurs, les gens ne partent pas à 62 ans, ils partent à 63 ans et 64, demi. bien sûr. Quelque chose comme ça. On peut tout à fait allonger. On peut encourager à allonger. On peut encourager les gens à rester au travail. On peut les aider à ce qu'ils gagnent plus s'ils choisissent de rester. Ça, je crois qu'on peut le faire. Mais pas de date couperée, pas d'âge couperé. Le fond est que on ne peut pas traiter de la même manière des situations aussi différentes. Et que lorsque quelqu'un est usé, c'est lui manquer de respect que de dire qu'on va aller jusqu'à 67 ans, et pourquoi pas encore plus loin. Il y a des pays qui le font. Non, 67, c'est l'Allemagne. Ça n'est pas la France. 2 questions brèves pour finir. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a annoncé qu'il réfléchit... Enfin, non. On a appris que le président de la République voulait développer la technologie des petits réacteurs modulaires, les Small Modular Reactors, qui sont méconnus en France, mais qui existent en Chine, qui sont préparés en Grande-Bretagne, qui sont dans d'autres pays, et que Emmanuel Macron juge cela plein de promesses. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec la réduction de la part du nucléaire à 50% d'ici 2035, qui était son engagement de 2018 ? Oui, première question, le nucléaire est-il indispensable ou pas ? Et comme vous savez, vous y faisiez allusion, j'ai publié une note du Haut Commissariat au Plan sur cette question et dont la conclusion est sans ambiguïté. Si on veut tenir notre promesse d'avoir de l'énergie sans émission de gaz à effet de serre, il n'y a aucune possibilité de le faire sans nucléaire. On peut aller vers une augmentation du renouvelable. Ça va faire débat parce que l'éolien, ça fait débat, et que le photovoltaïque, ça serait des hectares et des milliers d'hectares recouverts par des panneaux photovoltaïques, ce qui est aussi une artificialisation des sols. Donc il y a des débats, il y a des questions de réseau, comment on va chercher cette énergie-là. Mais en tout état de cause, il y a une certitude, c'est que cette énergie renouvelable, elle est intermittente. Vous en avez
s'il y a du soleil ou s'il y a du vent. Donc le nucléaire, Emmanuel Macron sera un président qui défendra le nucléaire. Ça, vous lui demanderez à lui. D'accord, je vous dis ce que je pense. Oui. Et ce que je conclus des études. Je disais, cette énergie renouvelable, elle est intermittente. Et donc, pour la compenser dans les moments où il n'y a ni soleil ni vent, alors il faut une énergie qu'on appelle pilotable. Et la seule sans émission de gaz à effet de serre, c'est le nucléaire. Ce que les Allemands ont fait est une... Je ne veux pas me fâcher avec le gouvernement allemand, est une trahison de cet esprit. Parce qu'ils ont remplacé le nucléaire qu'ils ont supprimé par du charbon. C'est-à-dire la pire et du gaz russe. Des énergies polluantes et du gaz russe. Suivez mon regard. Et donc, il y a là quelque chose qui est une grande question nationale. En plus, c'est nous qui avons la compétence. Oui, c'est un patrimoine de la France. Oui. Si, parce que c'est adaptable. Oui. On a choisi, à tort ou à raison, un mot juste... Les très gros réacteurs, les EPR, avec les difficultés que l'on sait, les petits et moyens réacteurs n'ont pas ces inconvénients-là. Une dernière question. Demain, il y a une manifestation à l'appel de la CGT notamment, pour les salaires, contre la réforme des retraites, contre la réforme de l'assurance chômage. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui vont manifester ? C'est un réflexe. D'abord, tout le monde a le droit de manifester, mais vous voyez bien que c'est perpétuellement les mêmes slogans. Et moi, je crois qu'il faut profondément renouveler le modèle. Comment produit-on plus et mieux ? Comment réussit-on à créer des richesses qui permettront de les répartir beaucoup mieux que nous faisons ? Vous en connaissez beaucoup de pays qui ont l'école gratuite, la santé gratuite, les secours, la solidarité au moment du chômage systématique, qui ont aidé chaque restaurateur, chaque bistrot français, chaque petit artisan au moment de cette épidémie et de cette pandémie-là. Vous en connaissez beaucoup de ces pays ? François Bayrou. Et si vous regardez les autres, alors vous mesurerez qu'en raison de la politique qui a été suivie en France, ça repart très vite, chez les autres, moins. Regardez ce qui se passe en Grande-Bretagne avec le Brexit. Bien sûr. Juste une toute dernière question. Comment il peut faire Emmanuel Macron face aux radicalités presque 45% dans les sondages à droite, des discours chez les écologistes finalement qui ont été dépassés par Yannick Jadot, mais enfin très radicaux. Comment est-ce qu'il regarde, comment est-ce qu'il peut s'imposer face à la radicalité et à la demande de radicalité sans doute ? Ouais, en un mot. On dit ça, mais je ne partage pas tout à fait, mais ça n'est pas important. 3 choses. 1, la sensibilité. Je peux attester, parce que je le vois, que c'est quelqu'un de sensible. Et 2, et 3, parce que c'est 2 mots en même temps, il faut être passionnément équilibré. Passionnément. C'est-à-dire qu'il faut accepter l'émotion, accepter l'engagement, accepter les mots qui rassemblent et profondément équilibré sur le fond. Parce qu'un pays comme le nôtre, dans des tempêtes comme celles qu'il traverse, a besoin d'avoir à sa tête, pour l'incarner, quelqu'un qui soit profondément équilibré, profondément enraciné et profondément équilibré. Merci beaucoup, merci d'être venu sur notre plateau. Dans un instant, notre débat d'opinion, et je pose cette question. Comment est-ce qu'Emmanuel Macron peut exister, proposer, avoir une nouvelle offre en 2022 face aux radicalités ? À tout de suite.